Donc messieurs, sans plus tarder, je ne sais pas si c'est Jacques qui commence. Donc bonjour, on va se représenter. Là, on a l'occasion d'avoir presque 3 heures, donc de faire quelque chose de très construit, en tout cas. À chaque fois, c'est un peu le rush. Alors peut-être qu'on vous demandera d'aller devant ce bureau pour faire ce que tu disais tout à l'heure sur les jeux de rôle. Donc Christophe, je pense que vous connaissez. Bonjour à l'écran. Oui, bonsoir, je voudrais, vous me connaissez, je suis avocat. Parmi ceux qui sont les vilains avocats, c'est mon ami. Mais c'est vrai qu'on vous donne souvent, comme avocat, du fil à retordre. Et je dirais que c'est tout l'objet de la formation de ce soir. Parce que vous êtes au cœur du conflit, vous êtes au cœur des débats. Vous avez une obligation, c'est de faire avancer ces débats pour produire un résultat. Et vous avez une contrainte dans ce processus de débat contradictoire, c'est de vous montrer en toutes circonstances totalement impartial et totalement indépendant. Par conséquent, comment vous allez faire pour faire avancer les choses, faire un résultat, en ne montrant pas de signes ostentatoires, je dirais, de positionnement pour ou contre, en questionnant, sans juger, et sans donner d'avis, si ce n'est votre avis écrit qui arrivera qui se fera jour lors d'un note de synthèse. Et comment faites-vous aussi pour garder, je dirais, cette capacité à contrôler le processus de discussion, contrôler la réunion, contrôler le conflit qui parfois est assez vif dans la pièce où vous vous trouvez, et faire en sorte que tout ça soit sous votre influence. Vous êtes dans la pièce, vous êtes expert, vous êtes celui qui conduit les choses, qui doit avoir de l'influence sur ce qui se passe dans cette pièce. C'est tout à fait l'objet de notre étude de ce soir. Avec Jacques, on a déjà pas mal d'expérience en la matière. On a écrit un bouquin, je vais circuler ça, ça s'appelle Vérité croisée, un peu de pub. Vérité croisée chez Vitech, qui est un ouvrage qui traite des techniques de questionnement. Comment questionner pour arriver à un résultat qui est celui que vous souhaitez obtenir. Comment faire avancer ce process sans contrainte, sans autorité, mais avec un cadrage permanent. Ces techniques-là rejoignent également des techniques utilisées par d'autres types de professions, que sont les négociateurs, que sont les médiateurs également, et les conciliateurs qui utilisent cela de façon extrêmement efficace. Donc je vous ferai passer le bouquin si vous voulez noter les références, on en parlera au cours de la soirée. Et ce soir, nous aurons une séance qui est une séance comportementale, qui n'est pas une séance théorique, donc on sera tous amenés à participer effectivement à des tests de mise en jeu de techniques qu'utilisent donc les bons négociateurs, les bons avocats, les bons experts et les bons médiateurs. Donc, pour présenter aussi tout ce qui est déstabilisation, donc j'interviens beaucoup sur tous les conflits sociaux musclés, tout ce qui va être déstabilisation, comme vient de vous le dire Christophe, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez avoir la maîtrise. Il parlait tout à l'heure de la maîtrise des échanges. Il parlait également de savoir structurer ce que vous avez à dire. Donc c'est dans ce sens-là où nous allons travailler d'une manière concrète. Donc j'interviens sur tout ce qui est résistance au changement aussi, parce que c'est aussi ne pas faire entendre quand vous avez à formuler un argument. Peut-être n'est-il pas entendu, donc comment est-ce qu'on va faire pour le faire entendre? Et pour être très concret, on va vous demander 3 questions. On voudrait partir, parce qu'avec Christophe, on intervient souvent dans des cas très concrets, et là, pour que ça soit concret, comme on va faire des jeux de rôle, on va vous demander 3 questions, les 3 premières questions qui vous viennent ou que vous avez envie de poser. Comment reprendre la parole à quelqu'un qui n'a de cesse de l'interrompre? D'accord. Ça, c'est le premier. Ça, on peut dire que c'est notre première question. Donc, comment reprendre la parole avec quelqu'un qui ne s'interrompt pas, c'est ça? Exactement. Il parle
Vous voulez dire sans s'interrompre, puis vous interrompez tout le temps. Dès qu'on prend la parole, donc on attend, puis on reprend la parole, et là, avant même qu'on ait fini notre phrase, il recoupe à nouveau, et du coup, on peut présenter, on peut argumenter. Encore ces avocats. Comment reprendre la parole? C'est ça. Grâce à quelqu'un Qui vous l'apprend. qui ne vous laisse pas en placer une, c'est ça? Exactement. Ça vient de une deuxième proposition là. Alors, comment éviter de donner son avis quand on en a très envie? Voilà. J'adore cette question. Alors, Chola, c'est comment éviter de donner son avis, c'est ça? Ouais. Quand on en a très envie. Et on habite en ville. On habite en ville. Si Vous avez entendu toute la question ou pas? si on devait donner suite à toutes nos envies, ça serait terrifiant. C'est ça. Je laisse responsable de vos propos. Comment empêcher les insultes de voler bas quand l'avocat ne tient pas son client? Ah oui. Ça, j'ai vu ça. Sachant qu'il y a insulte du client et de l'avocat. Voilà, il peut y avoir les deux en Il plus. y aura les deux. Alors, Ok. là-dessus, c'est comment éviter les noms d'oiseaux et ainsi de Mais suite. j'ai pas cette année, mais j'ai eu Ouais. c'est l'avocat qui se comportait mal. La bienséance, quoi, comment rester dans une Comment répondre Quand l'avocat joue pas son rôle de Voilà. modérer son Voilà, client. exactement. Parfois c'est même pire, c'est l'avocat qui occupe. Oh, ben là c'est le client, ma question porte sur le client qui insulte tout le monde et l'avocat n'arrive pas à le calmer. Comment séparer ceux qui en viennent aux mains? Alors ça c'est du self-defense, c'est pas ici, c'est l'atelier d'à côté. Encore que nous, on fait du self-defense verbal, vous allez voir, avec des mots, avec le verbe, on peut très bien éviter tous les conflits et faire en sorte que vous ne soyez jamais à tort. Vous allez voir. Comment éviter d'en venir aux mains, c'est ça? Aux mains ou aux pieds? Les violences physiques, on va dire. Bon, on peut démarrer là-dessus. Comment vous faites alors, quand quelqu'un, pour l'instant, si quelqu'un prend la parole, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous tentez de faire? Quelqu'un parle. On peut venir au niveau de langage dessus, c'est-à-dire qu'on laisse parler, et puis on dit, de toute façon je dirai ce que j'ai à dire, je le dirai simplement plus tard, un truc comme ça. Ça marche. On marche Bien. au métalangage. Aussi. Donc qu'est-ce que vous appelez le métalangage? Et bien c'est quand on parle pas sur le fond, mais quand on parle sur le discours lui-même. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. D'autres solutions? On se lève et on sort. C'est Et je reviendrai quand vous serez calmés. Vous l'avez expérimenté ça? Bien sûr. Ça marche. Ça marche, il faut penser à le faire et pas se laisser emporter en revanche. On va voir pourquoi vous laisser emporter parfois. D'autres choses? recourir à l'humour. Toujours dangereux. Faites rire un Normand, ça risque d'être un peu. Donc faites très attention, l'humour, il est très très efficace quand vous le maniez. Si vous le maniez, mais c'est pas sûr que ça rentre dans le cadre. Ça peut être un flop. Oui, ça peut. C'est plus rapide, mais c'est plus. Il y a l'interprétation en plus. Ouais. Ça peut être mal interprété. Oui. Vous allez voir justement. Oui, ça fait un flop là. Christophe, d'autres choses à Est-ce qu'il y a d'autres propositions, voire d'autres pratiques? Là, j'ai noté l'humour, Se taire aussi. se taire. Oui, le silence. Le silence s'installer, il n'y a qu'une personne qui parle. Et à ce moment-là, derrière ça, on peut reprendre facilement la voix. C'est vrai. Le silence à ne pas confondre avec le mutisme. Aussi. Le silence de Dieu et le mutisme des bêtes. Il y a un silence bienveillant. Alors on va regarder cette attitude que vous avez, et on n'en parle jamais assez. En tout cas, c'est quand vous avez quelqu'un qui en dit en main, vous le dites, et ainsi de suite. Il était une fois pas cerveau. Et on va vous donner tout à l'heure avec Christophe des techniques. Vous verrez que vous mettez déjà en place, on va analyser quand vous faites un silence, quand vous en allez, ce qui se passe. Alors, les neurosciences vont nous servir. On a un cerveau cortical
celui qui est développé chez nous, chez l'être humain, et on peut dire que c'est une onde, c'est vraiment une onde alpha qui se met en route, et cette onde alpha, elle est là, vous êtes en maîtrise de vous-même, et tout se passe très bien. On va voir comment vous pouvez perdre parfois la mémoire, alors que votre propos, vous le connaissez très bien. Donc, vous avez ensuite eh bien, un onde gamma, c'est-à-dire que c'est le cerveau émotionnel, c'est celui qui est à l'amique, c'est celui des émotions. Et déjà, tout à l'heure on parlait de sémiologie, ce ne sont pas les mêmes mots qui sont employés. En général, quand vous êtes sur l'onde alpha, c'est plutôt bien, nous allons démarrer. Si vous êtes sur l'onde gamma, ça sera plutôt j'aimerais bien qu'on démarre et qu'on soit tous contents. Enfin, c'est pas du tout les mêmes utilisations de mots. Et puis, celui auquel vous faites référence sans vous en rendre compte, et notamment quand vous dites ça va loin, c'est le cerveau reptilien. On parle jamais assez, et avec Christophe, on se doit de faire de pédagogie à chaque fois de ce cerveau reptilien, cette onde vita qui se met en place lorsque vous avez en face de vous un comportement aussi reptilien. Donc, vous êtes tranquille et vous avez quelqu'un qui sort de là. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, effectivement, ce que vous avez dit tout à l'heure se prête complètement à cela, c'est-à-dire que la posture physique, le fait de s'en aller, eh bien, c'est une excellente, déjà, c'est une excellente posture, une excellente attitude. Parce que sinon, vous allez alimenter ce cerveau. Donc, on est bien, cette fois, sur le fait que quand vous êtes en train d'écrire, et tout ce qu'on dit va se placer sous l'angle de la relation, comme le disait Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous écrivez, ben, c'est votre onde alpha qui marche au mieux, qui marche très bien, et on peut l'illustrer par un schéma, mais s'il y a un bruit qui arrive tout à coup, vous allez voir que vous perdez le contrôle. S'il y a des enfants qui hurlent à côté, vous allez être pris par une situation de savoir ce qui se passe. Donc à ce moment-là, lorsque vous êtes en face de quelqu'un d'agressif, se met en route automatiquement, eh bien, le cerveau archaïque et ses pouvoirs contrôler l'ensemble, c'est-à-dire que ça peut vous échapper, vous êtes tranquille, vous êtes serein, et si tout le monde était serein, entre nous, on n'aurait pas besoin d'être là. Donc, il y a un non-respect, il y a à un moment donné des agressions verbales, comme vous le dites tout à l'heure, il y a des noms d'oiseaux, il y a des choses assez insupportables, et le comportement agressif à ce moment-là met en place une onde du cerveau archaïque, du cerveau, cette fois de l'onde vita, qui va vous amener à avoir cette réaction. Et personne n'est à l'abri de ça. Personne. On va analyser justement un avocat réputé qui va perdre ses moyens face à un interview. Vous allez voir, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut effectivement perdre ses moyens. Tu étais à cette conférence de presse tout à l'heure, c'était comment? Bah écoute, il y avait un monde fou, il y a eu beaucoup de tensions dès le début, toutes les caméras n'ont pas pu rentrer. Éric Dupond-Moretti, l'avocat star d'un des pilotes, a défendu bec et ongle l'évasion des pilotes. 20 ans en République dominicaine, c'est extrêmement long. Ils ont pris la fuite, ils sont partis et permettez-moi de vous dire qu'ils ont bien fait de le faire. Alors, on a quand même voulu lui demander à Éric Dupond-Moretti plusieurs choses. D'abord, est-ce que c'est normal que des Français se soustraient à la justice d'un pays souverain, sans doute pas parfait, mais quand même souverain? Et surtout, est-ce que c'est responsable d'organiser cette conf de presse, ce show médiatique, de faire autant de publicité autour de cette évasion, alors que les deux autres Français sont toujours là-bas? D'ailleurs, les proches de ces deux Français ont peur qu'ils payent les conséquences de cette évasion. Bref, tout ça nous a troublés. Maître ? Non, monsieur, j'ai tout dit. Je viens de vous dire, non, ça va, on va pas recommencer. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de fanfaronner devant les caméras? Faudrait pas mieux faire profil bas après ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire avoir fui illégalement un pays?
Je voudrais vous y voir, vous, 20 ans au trou en Dominique, mon garçon. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas faire profil bas? Juste après être revenu en France, est-ce que c'est le moment de faire une conférence de presse? On dit d'abord, moi je ne fanfaronne pas, je m'exprime, voyez-vous, et je dis simplement aux gens de ce pays, aux Français, à leurs concitoyens qui sont à la disposition de la justice française. Mais vous êtes peut-être un aficionado de la justice dominicaine, ce qui démontre, monsieur, que vous ne la connaissez pas. Fanfaronnade pour fanfaronnade, voilà ce que je veux vous répondre. Il fallait peut-être mieux faire profil bas. Écoutez, si un jour, monsieur, vous êtes dans un pays condamné à tort, vous ferez profil bas, vous voyez. Mais tout le monde n'est pas obligé de vous suivre. C'est un pays souverain, la République dominicaine. Il y a la fanfaronnade et il y a l'arrogance. Vous voyez, vous êtes arrogant et moi je suis peut-être fanfaron. Non, je vous demande, c'est un pays souverain, la République dominicaine. Bon, Dupond-Moretti énervé. On ne sait pas si les pilotes sont coupables ou innocents, mais t'as quand même insisté. Est-ce qu'il faut aller devant les caméras juste après avoir fait quelque chose d'illégal? Mais d'abord, ça n'est pas illégal en France. C'est illégal là-bas. Non, mais monsieur, s'évader quand on estime que l'on est innocent, vous voyez, c'est la moindre des choses. S'évader quand on estime que l'on est innocent, c'est la moindre des choses. C'est bien ça? C'est exactement ce qu'il a dit, et c'est pas tout. Un type qui est condamné à 20 ans, qui est innocent, et qui est dans une procédure... Est-ce que c'est pas à la justice dominicaine de décider s'ils sont innocents ou pas? Et si elle le décide pas, il attend 20 ans, il attend quoi? Votre bon vouloir? Il attend que vous vieillissiez, que vous preniez un peu de cheveux blancs pour que vous alliez les interviewer? Non mais vous dites qu'il est innocent parce que vous êtes son avocat, c'est normal, mais c'est pas à vous de décider s'il est innocent ou pas. Non, bien sûr, c'est aussi ce qu'a fait Zola pour Dreyfus, voyez-vous? Vous comparez ça à Zola pour Dreyfus? Oui, je compare ça, oui monsieur, oui. Donc là, il fait référence à la fin du 19e siècle, quand l'écrivain Émile Zola avait défendu le capitaine Dreyfus, accusé de trahison à cause de sa confession juive. Donc Éric Dupond-Moretti se compare à Émile Zola, et le capitaine Dreyfus, c'est le pilote évadé. Merci Hugo. Non, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que même un avocat de talent, un avocat averti, qui est rompu à toutes les sauces, va à un moment donné, mot fanfaronné, ça l'a fait sortir ses abus. Et on veut vraiment insister sur le fait que, quel que soit votre talent, personne n'est à l'abri de ça. Alors je tombe vers Christophe, si c'est très intéressant comme exemple parce que là on n'est pas loin de l'agression physique. Et de voir comment cet avocat, effectivement très extrêmement chevronné, qui plaide aux assises, sur un mot, qui est fanfaronnade, se trouve complètement accroché, personne finalement s'énerve en quelque sorte. Le fiable n'est plus du tout convaincant, à un ton extrêmement agressif. Vous avez d'un journaliste qui, lui, vous avez vu comment il est provocateur, mais stoïque et courageux, parce qu'il lui fait face à 20 cm. J'avais pas vu finalement, c'était extrêmement éclairant. On voit le jeune qui est là, qui ne bronche pas, qui ne cligne pas les yeux, qui a un regard et un visage totalement calme, maître de lui, et en face, l'autre qui pète un plomb. Par conséquent, il essaye des choses, ce qu'on a un peu entendu tout à l'heure, c'est toutes les réactions humaines normales dans ces cas-là, qu'on va vous apprendre à ne pas apprendre. À ne pas apprendre. C'est-à-dire qu'il va sans cesse contester, rentrer dans l'argumentation adverse qui ne fonctionne pas. Il va aussi avoir un réflexe d'évitement, d'ignorance en partant, mais il revient quand même parce que le mot l'a pris et qu'il ne peut pas sortir de sa situation sans avoir une réaction humaine normale. C'est un gladiateur, normalement, il gagne. Dupond-Moretti, il gagne à chaque fois. Et il y a un Gus qui est un peu un freluqué qui vient, vous avez vu qu'il est très calme. Il dit, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est utile, est-ce que vous pensez que c'est utile de fanfaronner comme ça? Il le dit en je m'en calme, et l'autre, ça lui fait péter. Déjà qu'il essaie même l'humour. Vous avez vu qu'il essaie Dupond-Moretti l'humour, et puis ça marche pas, donc il passe à notre registre, mais c'est tout. Ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai noté l'humour, l'évitement, la négation et le silence. Il essaye les quatre, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, ça ne marche pas. Ce qui est excellent, c'est que la fanfaronnade, le mot fanfaronné est parfait. C'est que le journaliste a trouvé le mot parfait parce qu'il y a eu effectivement fanfaronnade. Dupond-Moretti n'a pas su répondre, il l'a pris pour lui. Exactement. Il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur médiatique colossale. Mais le journaliste met le doigt dessus et l'autre s'effondre. Alors c'est une atteinte statutaire, c'est que vous avez Dupond-Moretti qui est là devant un aéropage de journalistes, qui est le grand avocat, indéboulonnable, qui est celui qui est convoité, qui est désiré, dont la parole va être décortiquée, analysée, attendue, et qui d'un coup, par un freluquet de 20 ans, se fait traiter de fanfaron. Donc c'est parfaitement une déstabilisation statutaire à laquelle vous êtes confronté aussi dans vos missions d'expert, parce que vous avez un statut extrêmement codifié et au-dessus de la mêlée, qui est celui d'un expert nommé par un tribunal. Il ne sort pas vainqueur de duel avec le journaliste, parce qu'il est dans l'exagération, parce que je pense qu'il perd un peu ses nerfs et qu'il est perdant dans le duel. Il tombe dans la provoque en fait. Oui.
Oui, mais justement, de manière il tombe dans la parole. Oui, oui, mais c'est là, pardon. Alors, oui, et puis, justement, il tombe, moi, ce que j'aime bien dans le mot dit, il tombe dans la parole, tomber dans la parole. Tout à coup, il réagit comme ça, et sachez que... C'est surprenant, ça, de sa part. C'est pour vous dire que même entraîné, même habitué, on n'est jamais à l'abri d'un dérapage. C'est-à-dire qu'on part sur cette vita, et là, vous voyez, c'est ce qui se passe parfois. Il y a des personnes qui vont vous dire il a même parlé à ma femme, je lui ai foutu un coup de poing dans la gueule, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Et c'est ça, c'est le cerveau reptilien qui se met en route. C'est ce côté archaïque qui se met en route et qui peut se déclencher à tout moment. C'est ça qui est étonnant, enfin étonnant, même quand on a une grande maîtrise de soi et une grande pratique comme Moretti. Quand on a une grande pratique, à ce moment-là, on peut se laisser complètement emporter, complètement abattre. On maîtrise en général, on a une très grande maîtrise des mots. C'est-à-dire que les mots, il y a un impact qui est très faible par rapport à ce qu'on pense pouvoir faire. Nous, notre devise avec Christophe, c'est de dire qu'est-ce que je peux changer chez moi, qui va faire changer l'autre, sans lui demander de changer. On va donner un exemple tout bête. Mais quand vous dites... Juste un arrêt sur image, ce que vient de dire Jacques, c'est extrêmement important. Je pense que vous pourriez... Je vous invite à le noter, à y réfléchir. Je suis étonné que personne n'ait objecté ou réagi, parce que c'est quand même révolutionnaire et très important d'intégrer cette notion. Je parle de répéter, c'est Jacques, c'est sa création, son œuvre. Et j'en fais vraiment mon mantra quotidien, et quand je suis médiateur ou avocat, c'est vraiment ma ligne de référence. Qu'est-ce que je peux changer chez moi qui va faire changer l'autre sans lui demander de changer? Ça part du postulat que vous êtes responsable de tout. Quand vous partez, je ne sais plus qui a dit là-bas, je vous demandais, ça donne pas ça met pas de l'huile sur le feu. Et il faut avoir beaucoup de courage pour partir. C'est ce qu'a écrit Henri Laborie, l'éloge de la fuite. À un moment donné, de pouvoir dire ok, et hop, et d'un ton calme, je reviendrai quand vous serez calmé. Eh bien là, le ton calme est très important. Or, si on ne prend que la première partie, ici, il va se passer quoi? Eh bien, il va se passer, on va dire à l'autre, je m'éloigne du micro, calmez-vous, hein! Calmez-vous, je te... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et l'autre va vous dire quoi? Je me calmerai quand... Je laisse imaginer... je suis calme. Oui. Hein, d'ailleurs, au théâtre, quand il y a une réplique restons calmes, 9 fois sur 10, je m'éloigne, c'est on reste calme, d'accord? On se calme. C'est assez paradoxal. Vous voyez que à ce moment-là, toute la tonalité qu'on a envie de mettre et tout son être, on met tout son être là-dedans. Et puis, il y a un truc où on n'a absolument pas cette maîtrise, on voit bien Dupond-Moretti. D'ailleurs, avant, tenez. Voilà. Ceux qui n'étaient pas là, je n'ai rien dit. Mais c'est tout. Merci beaucoup. C'est ce truc qu'on ne gère absolument pas, qui est le non-verbal. Alors, le non-verbal, il faut savoir qu'il y a une science qui l'utilise excessivement bien, c'est l'éthologie. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'éthologie? L'éthologie, c'est le dressage de tout ce qui est équestre, chevaux, canins, que par les gestes et le ton de la voix. Donc en gros, vous allez être l'expert capable de murmurer à l'oreille d'un avocat hystérique. Donc le non-verbal a un impact très très fort, et justement, j'y reviens sur le non-verbal, quand vous dites, et quand, enfin, vous avez la posture et vous en allez, c'est du non-verbal, l'autre a du vide en face. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, justement, il est obligé de convenir, enfin, il va convenir que son attitude n'est pas forcément adéquate. Pourtant, est-ce que vous avez dit calmez-vous? Non. Vous avez peut-être dit je reviendrai quand vous serez plus calme, sur ce même ton-là, et vous êtes parti. Eh bien, ça fonctionne. Et
il n'y a pas que celle-là, on va voir d'autres attitudes, en tout cas avec Christophe, mais c'est cette faculté surtout à pouvoir reconnecter avec votre monde alpha. Parce que vous avez déjà vécu ça, d'ailleurs on va faire une petite expérience rapide, vous allez voir, mais récupérez ce que vous avez à dire face à un avocat, donc je mesure ce que je dis en face de Christophe, qui est rompu à ce genre de déstabilisation et qui va me gêner pour y aller. Christophe, un petit mot à ajouter? Oui, alors, sur le non-verbal, ce qu'on constate, c'est que dès qu'on est pris dans une situation un peu conflictuelle, comme expert ou parfois les avocats, on a tendance justement à se réfugier dans le verbe, c'est-à-dire qu'on se fige et qu'on est contrit, et que du coup le corps n'exprime plus rien. Alors que le corps, c'est un facteur de libération des émotions quand vous êtes en situation d'être pris. Deuxièmement, votre attitude non verbale est extrêmement puissante sur l'interlocuteur qui est en face de vous. Jacques nous en dira plus. On estime que c'est plus de 70% de votre communication qui est non verbale. Par conséquent, votre regard, votre façon d'écouter, l'écoute active, ça vous parle, on en reparlera aussi, est extrêmement importante, surtout pour prévenir les situations de conflit et garder un lien fort et permanent avec nos interlocuteurs sans tension. Le verbe est extrêmement conflictuel parce qu'il est mal utilisé. Pensez au non-verbal, pensez à vous servir de vos mains, de votre regard, de votre attitude, de votre synchronisation aussi physique avec l'interlocuteur. Donc, vous voyez bien que vos attitudes, déjà celles qui ont été évoquées, sont les bonnes, seulement il faut avoir présence d'esprit et les avoir. Et par rapport à ces trois mesures, on va faire une petite expérience là tout de suite. Je vais demander réellement à quelqu'un de venir cette fois, je ne ferai pas de geste. Est-ce que quelqu'un peut venir ici? Voilà. Voilà, je vais vous demander de poser votre stylo et je vais appuyer vous avez la main au dos, je vais appuyer très fortement sur vos mains, vous avez vos mains beaucoup plus carrées avec moi. On y va? Allez, 7 x 9. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Soit on répond n'importe quoi, soit on est obligé de lâcher. Pourquoi? Asseyez-vous. Merci de votre participation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'est ni plus ni moins sur cette expérience suivante qui fait que, à ce moment-là, l'énergie intellectuelle, là, elle est soi-disant équilibrée, mais tout à coup, quand je vais mettre une pression, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, vous êtes des hommes de chiffres, ne faites pas. Soit on peut répondre, c'est encore une fois normal, c'est pas vous, c'est bien pour jouer ce petit exemple, pour bien montrer ce qui se passe dans le cerveau. Donc on a vraiment une onde, cette fois qui est Vita, on se met, vous voyez bien, hein, Vita, c'est vous êtes capable d'éviter une balle, vous êtes un ballon, et tout à coup, eh bien, quand je vais poser une question ici, bêta, ici, bête, eh bien, à ce moment-là, je fais appel quand même à l'onde qui est l'onde alpha, et à ce moment-là, soit on répond n'importe quoi, soit on va lâcher sa pression. Et ouais, c'est quand vous apprenez quelque chose de complètement, vous savez, le petit côté fleur tout à l'heure qu'on mettait vraiment l'onde gamma, à partir du moment où vous apprenez un truc qui est vous asseyez, vous êtes incapable de réfléchir et vous n'avez plus ces ressorts. Vous voyez ce manque de ressorts qu'on peut avoir à ce moment-là, qui est typiquement cette énergie émotionnelle qui se met en route et qui est normale. On ne peut pas à ce moment-là l'éviter. La seule moyen de faire, ce serait, je ne sais pas s'il y a un moyen, mais ça serait vraiment de lâcher, de rien faire sur la consigne première pour remettre en route le cerveau. Or, Dupond-Moretti, quand on vient chercher avec ce mot fanfaronné, je vais le dire vraiment tout à l'heure, on a tous, Christophe et moi y compris, il y a des mots, c'est psychanalytique, il y a des mots parfois, il a dit ça. Je m'aperçois même dans des accompagnements, notamment sur des résistances au changement, mais tel mot qui a été dit par une personne qui ne prête pas à quoi que ce soit, est ressenti par l'autre d'une manière qui remet en route le cerveau après. Donc c'est pour ça que l'humour, quand vous parliez de l'humour, vous dites faites très attention parce que c'est excessivement rapide. Il n'y a rien de plus rapide. C'est très dangereux. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous pouvez vraiment perdre vos moyens.
Je suis amusé par l'exemple de Jacques parce que ça veut dire qu'on ne peut pas à la fois utiliser son cerveau et ses muscles. Bah, je remarque Vous comprenez pourquoi parfois, effectivement, certains sportifs ont du mal à s'exprimer. Deviennent encore agressifs, mais je comprends mieux parce que les deux à la fois, c'est pas compatible. C'est en observant les gens en réunion ou en formation, on s'aperçoit qu'en réalité, ils respirent mal. Ils ne savent sans doute pas respirer en situation de stress ou de conflit. Or, c'est important parce que je dirais que la rigidité du corps qui vient d'une situation de stress, qui provient de cette onde vitale, je pense, Jacques, tu me diras, eh bien, finalement, fait que vous allez créer autour de vous une situation de tension. Et faites-vous la réflexion, quand vous allez faire à qui que ce soit, si vous le trouvez trop rigide physiquement ou au contraire détendu et agréable. Quelqu'un qui a une apparence physique très rigide, très droite, va générer de la tension. Ça vous savez ça? On peut être tout à fait droit, bien installé, au contraire bien campé, être un bon orateur, mais respirer. Parce que vous respirez, les autres respirent comme vous. C'est vous qui donnez le rythme de la respiration de la pièce. Tu es d'accord avec ça? Ah mais complètement, si je me permets encore autre chose, puisqu'on parle de médiation, qu'on anime avec Christophe aussi, sur la médiation, je parle souvent du deuil à faire. C'est-à-dire qu'un des métiers doit faire le deuil d'un associé qui l'a trahi, d'un contrat qui n'est pas d'équerre. Alors c'est pas sans lien avec vous. C'est-à-dire que tout à coup, faire ce deuil et accepter tout à coup, donc c'est vraiment la zone thalamique, hein, archaïque et thalamique, c'est même le médiateur s'en prend à la gueule parfois. Hein. Vous êtes avec lui, vous, on s'assoit. Et c'est d'apprendre au médiateur à calmer comme vous-même. Vous êtes, je dirais presque dans une négociation de médiation à partir du moment où vous devez faire entendre, simplement entendre votre rapport, d'une manière tout à fait tranquille, avec l'autre qui s'empêche de jouer le jeu. Donc il y a un deuil à faire, et peut-être qu'en face du client qui veut s'y faire, enfin celui, il doit faire le deuil que son truc n'est pas parfait. Et quand il y a un deuil, est-ce que ça vous parle cette notion de deuil avec des choses matérielles, hein, c'est-à-dire que c'est un deuil symbolique, hein, c'est-à-dire que là tout à coup le rapport ne soit pas ce qu'il pensait, le met dans un truc archaïque, dans une onde qui va faire qu'il se met dans tous ces états. Et la respiration, c'est vrai, ce que je peux voir de ces supra-ingénieurs, en tout cas, quand Christophe vous dit ça génère, c'est vrai que si j'arrive en face de vous de cette manière-là, parce que je me veux hyper en monde alpha, je veux tout maîtriser. Et donc je veux pas. On en parlera après. Vous voyez, qui va générer une espèce de conflit. Parce que cette respiration du cerveau archaïque, vous allez respirer tel que je respire. Vous voyez, si vous êtes spectateur dans une salle de théâtre où il y a l'acteur qui a la voix cassée, ça arrive, et bien vous allez voir qu'au bout de 3 minutes, tout le monde va se mettre à tousser. D'accord? Et on va se retrouver comme quelqu'un qui se fait à rire ou à bailler. Mais en ce moment, depuis le dernier week-end, on dit qu'un bon baillant, on fait bailler 7. Mais c'est votre cerveau, c'est l'onde vita qui se met en route. C'est le cerveau archaïque qui se met, tout à l'heure, là Christophe vous parlait de synchronisation, ça se met en plus en route tout seul. Ce truc, alors vous imaginez bien que quelqu'un qui vient en disant « Bon, vous allez vous calmer là un petit peu !» Et vous avez envie de lui dire « Comment vous me parlez ?» Et ça monte. Et ça vous fait mettre dans une onde vita qui n'est pas la bonne, qui n'est pas celle qui est appropriée, en tout cas dans l'exercice. Enfin, dans ce que tu me demandais d'illustrer, c'est important de savoir qu'on utilise beaucoup le terme d'intelligence reptilienne. Intelligence reptilienne, c'est-à-dire, vous voyez avec notamment Macron qui commence à se balader. Moi, à chaque fois que je parle de conf, je fais balader les gens dans le couloir. Pourquoi? Parce qu'il se passe tout à fait autre chose. Alors que le protocole, c'est d'être derrière une table, il ne se passera rien dans une négociation. Donc l'agencement, là encore, des choses, votre placement, comme tout à l'heure, le fait de partir, hein, c'est
une fonction tout à fait non verbale qui fonctionne, mais il y a une interaction constante. Moi, je vous invite, je peux compléter mon propos sur le fait que, en vivant des situations de... Alors, surtout comme médiateur, j'ai vu des conflits très lourds, qui sont des conflits commerciaux, des conflits de... J'ai beaucoup de médiation dans l'univers de l'entertainment, des comédiens, des agents, des distributeurs, des producteurs et autres. Et ça m'en dit dans les tours la dernière fois, j'ai des avocats qui ont failli se taper dessus, vraiment, s'insulter les autres. Donc quoi, voilà, ça arrive, je confirme, c'est pas une vue de l'esprit. Alors dans ces cas-là, on s'aperçoit que le non-verbal est déterminant en réalité, que souvent les gens qui sont eux-mêmes en conflit auront envie d'être agressifs vis-à-vis de vous, parce qu'ils voudront vous convaincre, et que les gens qui souffrent font souffrir les autres aussi. Par conséquent, attendez-vous à être prêt à partir en permanence, et préparez-vous à avoir la bonne attitude face à une prise à partie. C'est ça qu'on va voir ce soir. Comment je réagis quand je suis pris à partie. Et ça nous arrive souvent. Donc vous voyez, l'exercice n'est pas du tout facile. Encore une fois, quand on montrait du Pont-Moretti, c'est de dire, on va montrer quelqu'un qui est aguerri de tout ça, et ça va lui échapper. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pardon. Je voulais savoir si vous avez travaillé sur le travail des interprètes. Il y a des experts interprètes ici, et donc souvent, de plus en plus, nous travaillons dans des conditions assez stressantes, et le fait de devoir traduire des gens qui s'emportent est parfois très compliqué, et on nous a appris à rester très neutre, toujours, mais parfois je me dis que rester très neutre empêche la bonne traduction de ce qui se passe. Alors je ne sais pas si vous avez travaillé sur cet aspect-là. Oui, avec beaucoup de choses, notamment sur la négo internationale. C'est-à-dire que déjà la traduction est à cul. Les Allemands ont le verbe à la fin. En France, on a le verbe au milieu. Et souvent au début. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le verbe en France? On n'écoute plus. On a compris. On a compris. Et soit il y a des réactions non verbales, c'est-à-dire soit le type a envie de parler, c'est comme moi, mais il n'a rien entendu, soit il bloque. Les Russes, alors je ne sais pas en quelle langue, n'ont pas de futur. Ils en ont 3. Les Baoulés n'en ont pas. Donc ce qui nous amène tout à coup à une confusion aussi sémiologiquement dans le rapport, mais face à tout ce qu'on a dit, quand ça s'emporte et que vous devez traduire en même temps, vous êtes pratiquement comme une boule de neige, vous êtes en train de drainer toute l'agressivité. C'est-à-dire le fait à la fois de rester, mais de bien traduire avec des gens qui s'emportent, mais c'est un sacerdoce. C'est vraiment quelque chose qui vous demande une vraie... et des techniques, après on pourra en parler d'ailleurs. Je pense que peut-être Christophe vous donnera une de ces clés majeures quand ça s'insulte comme ça. J'ai dû faire. Donc il ne me dira pas. Ou alors, je ne sais pas s'il voudra donner un de ses secrets de cuisine, vraiment de chef cuisinier. Mais oui, on se laisse, c'est très dur, et en énergie, c'est excessivement prenant, parce que vous devez absorber comme un buvard, et vous absorbez par la traduction des mots ce qui se passe émotionnellement, et en même temps, vous devez faire travailler l'onde alpha. Je peux vous dire que vous êtes rincé, voilà, quelque chose de carabiner, parce qu'on ne vous le dit pas assez, ça. Moi, je m'aperçois qu'on ne dit pas ce genre de choses, et vous faites bien de poser les questions. Mais est-ce qu'il faut adopter le ton ou pas? Écoutez, on va rentrer parce que là, je voudrais qu'on rentre dans les... Je vous réponds tout de suite, mais on va... Non. Il ne faut surtout pas rentrer dans le ton, parce que sinon, vous-même, vous allez vous retrouver emporté. Après, soit vous voulez rester déontologiquement précis, et là, vous y allez sur la traduction, soit par le souffle. Si on prend un ton de souffle, on va le dire, il y a des manières de le dire après, donc je dévoile un peu les choses, mais de prendre le ton plus bas, ça va automatiquement faire baisser en face. Vous avez des gens qui le font sans s'en rendre compte, par exemple, qui vont dire, mais oui, on en a pour combien de temps là, à peu près? Et la personne va me répondre sur un ton en dessous. Vous voyez, par exemple, ça. Donc c'est vraiment des choses qui sont très intuitives chez certains, mais qui peuvent se travailler. C'est un des trucs avec les négociateurs et les médiateurs, quand on les accompagne, c'est
Alors, je vais dévoiler ce que dit Christophe. Peut-être a-t-il envie de dévoiler, Christophe. Je ne sais pas ce que tu vas dévoiler. Alors, il dit, quand les gens s'énervent, vraiment, il leur dit, je ne peux pas vous laisser dire des choses sur ce ton-là comme ça. Et il est itératif. Et il le répète. Donc c'est tellement instinctif qu'il en a oublié, comme Jourdain qui le fait, mais ça marche. C'est-à-dire, je ne peux pas. Et avec... Tu peux nous faire voir comment tu fais? Je vais vous faire voir. On va faire voilà. Pardon, j'ai 10 ans, mais il y a deux choses, Jacques. Il y a deux choses. Il y a ça, ce que je dis, ce que je fais. On oublie toujours de faire quelque chose. Jacques vous a donné tout à l'heure une ouverture sur un point extrêmement important, c'est l'impact du regard sur le cerveau. C'est-à-dire l'impact, la façon, l'orientation des yeux, le mouvement des yeux sur la façon de penser. Il y a une grande technique qui s'appelle le MDR, je ne sais pas qui connaît le MDR. Alors on peut aimer, ne pas aimer. On m'a rapporté, j'ai vu des choses incroyables, traitées par le MDR, qui sont en fait le mouvement des yeux, qui permettent de nettoyer le cerveau de souvenirs traumatiques. Lorsque vous êtes en situation d'expert, que les choses se gâtent, et que vraiment vous êtes pris à partie ou qu'il y a une tension extrêmement forte dans la pièce, que faire? Eh bien, il faut se lever. En se levant, vous allez faire en sorte que les gens changent leur regard, tournent la tête, lèvent les yeux, parce que vous serez debout et assis. Et puis, vous allez donc changer leur façon de penser, leur état d'esprit. Et vous allez prendre le contrôle du moment de la réunion en vous levant. Si vous pouvez le faire, faites-le au bon moment. Quand vraiment ça se gâte, vous vous lèverez. Et vous ferez quoi quand vous serez debout? Vous resterez debout à côté d'un paperboard, à côté d'un endroit où vous pourrez prendre note de ce qui se passe, et vous verrez l'impact extrêmement puissant que ça aura sur la réunion. Vous verrez tout de suite les gens se calmer, et vous reprendrez le lead grâce à l'outil aussi que vous avez mis en place, le paperboard. Alors, ceux qui en parlent, on parle, mais en général, toute réunion dans un bureau, dans une salle, implique un paperboard. Juste une dernière chose ça j'aime beaucoup, c'est très important ça. Qui est importante, qu'on oublie, c'est dans le conflit, prendre de la hauteur, effectivement, arriver à élever l'échange, c'est-à-dire que vous preniez bien évidemment cette manière de regard qui n'est pas facile, qui va beaucoup se passer sur la respiration. Si vous encore reparler 5 minutes de la respiration, c'est très important. Pourquoi? Parce que maîtriser l'échange, comme vous le disiez tout à l'heure, Christophe, vous avez vu que ça demande une qualité et que, de ce fait, c'est quelque chose qui n'est pas facile et on oublie très souvent eh bien, cette notion pour effectivement élever l'échange. Si vous êtes dans un rapport normal, tenez, je vais vous demander de venir là, puisque vous allez arriver. Elle n'est pas arrivée en retard. C'est pas bon. Voilà. Donc vous essayez, les autres sont bien installés, venez là. Vous êtes un manager, vous avez un cabinet extraordinairement avec plein de gens. Vous avez obéi à la nouvelle mode de l'open space. Et moi, je suis un collaborateur qui passe, moi, un collaborateur, et je suis en retard. Je suis réellement en retard. Oh non! Si. Pas vous! Pas vous! Et au moment où je passe, vous allez simplement me dire, Jacques, tu ou vous êtes en retard, on va voir ce qui se passe, d'accord? Alors, première des choses, et il est dans son droit, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, ce qu'on va aussi signaler, c'est mon téléphone. Oui, non, mais justement, je travaille. Je suis en plein travail. Je n'ai pas que les collaborateurs en retard. J'insiste sur le fait, un fait très important, c'est qu'il a raison de dire ça. Et vous me dites, Jacques, tiens, je vais revenir. Ah ben Jacques, tu es en retard. Et le type s'en va. C'est-à-dire que là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ignorer. C'est le père qui veut parler avec son fils. Théo, viens ici. Il s'en va. Théo! Théo! Ma gueule,
D'accord? Mais je rêve. C'est un truc qui est dur. Ah, c'est pas exactement ce que vous dites tout à l'heure, c'est une stratégie, c'est pas pareil, c'est-à-dire, ok, moi je reviendrai pour l'explication. C'est pas exactement la même chose, on est d'accord? Mais le fait d'ignorer, c'est quelque chose qui va tout à coup faire péter un câble. Saint-Pierre-Schütziger. Ben Jacques, Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Il se passe rien. 10 points juste, je suis en retard pour aller vite. Jacques, il est quelle heure là? Il me semble que tu es en retard. C'est-à-dire que quand la personne nie est. Et là, on est en bas, nier. Ça va? Ben Jacques. Ouais. Jacques. Il se passe quoi là? C'est une raison de parler comme ça, là? Jacques. C'est une raison de parler comme ça. Accuser, c'est-à-dire qu'on va accuser l'autre, on va le traiter de tous les mots. Vous avez vu tout à l'heure. J'étais tenté de te traiter de tous les noms. Effectivement. On m'aurait dit. Donc, on m'aurait dit tout à l'heure. Tout à l'heure devant le Freluquet, il a traité, vous avez vu? Le petit Freluquet, vous pouvez. Alors, quatrième. Insulté. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Il est quelle heure? T'as pris ta journée? On vient me chercher sur l'heure alors que je suis parti dimanche soir, 22h. Et les types vont justifier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut même aller jusqu'au harcèlement moral. Et donc, à partir de là, c'était pour cette participation, merci. Donc, il faut l'applaudir quand même, il a été bon. Non, je vous le dis maintenant, mais on avait préparé ce qu'on arrivait. Donc, vous voyez qu'on est en bas, ignorer, accuser, justifier, qui se mettent en rouge pour bien parler de l'onde vraiment vita, celle qui va vous animer. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Finalement, si on veut sortir de ça, on voudrait quand même que les gens sortent de cette onde-là. Ça se met en route tout seul. Vous voyez, ça va attaquer sur les parties vraiment hypothalamiques et thalamiques, c'est-à-dire ici vraiment le cerveau reptilien archaïque. Au-dessus, qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'autre, finalement, que ce soit l'exemple du gamin dont je vous parlais. C'est quoi tes consoles, ton truc de maths qui ne fonctionne pas? Tu crois que tu perds pas ton temps? Je vous dis tout de suite, vous avez compris, ça marche pas. C'est beau essayer avec le poids des mots. Qu'est-ce que je peux changer chez moi qui ne va pas changer l'autre qui va changer? Donc ce qu'on veut, c'est que l'autre puisse réfléchir et analyser sur la situation. Donc là, on va essayer de mettre en route l'onde alpha, mais quand l'autre n'est pas prêt, ça ne va pas fonctionner. Puis là, vous avez une petite nuance en plus. Vous avez le cerveau vraiment en onde alpha et en onde alpha plus. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que là, pour que la personne corrige et puisse créer ou imaginer avec vous, il faut impérativement mettre l'onde alpha exponentielle plus. On va regarder à quoi ça correspond et que vous soyez équipés un peu comme d'oratrice, de sortir un truc qu'on va vous dire avec Christophe, vous essayez de vous en tirer. Croyez-moi, c'est pas facile. Lorsque vous allez utiliser cette onde alpha, eh bien, il y a une manière de raisonner qui est soit le dessin, qui se passe là, soit l'allégorie, soit la question, qui fait que c'est très positif. On va revenir à nos amis jésuites. Rappelez les jésuites, ils posent toujours une question par une autre question. Un journaliste leur dit, mais vous autres les jésuites, vous posez toujours une question par une autre question. Je vais répondre, qui vous l'a dit? On va être sur quelque chose dont, justement, qui demande beaucoup de réflexion, en tout cas. Donc l'argument, si vous l'envoyez en valeur logique, c'est-à-dire que déjà, normalement,
Si vous n'étiez qu'avec des gens logiques, carrés, en face de vous, ça fonctionnerait bien. Seulement voilà, ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas envie d'y adhérer. Alors comment on peut faire pour passer de l'autre côté? Eh bien, c'est la valeur affective d'un argument. Et la valeur affective, c'est de la persuasion. La conviction, c'est la valeur logique d'un argument. Homo est constitué de 50% de typos, lequel on ajoute un acide enzymatique qui a une température de... Au bout de 10 secondes, on décroche. De l'autre côté, je vais vous dire Homo lève plus blanc. Je vous rassure tout de suite, ça ne veut rien dire. Mais c'est ça qu'on retient. Ça veut dire que la valeur affective, tout à coup, elle va être très importante. Donc d'un côté, on a vraiment le côté, le cube, le carré, logique, et d'autre côté, eh bien, on va avoir un petit cœur. Il faut qu'on donne, vous donniez envie pour que ça fonctionne. L'onde alpha plus, c'est pas simplement de donner votre argument en conviction valeur logique. Pour la déclencher, et là on va être vraiment, ne m'engueulez pas sur la manipulation, parce que c'est vrai que là, on doit mettre en route les deux petites diodes qui sont dans le cerveau. Un exemple très simple, vous avez votre gamin, Juju, dit Juju, va te coucher à 20h30. Il va vous répondre non. Si on lui dit tu préfères te coucher avant les pubs ou après les pubs, on a beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Ça va, cette notion de poser en deux. Donc, toujours d'avoir cette solution pour être en onde alpha plus, c'est vraiment la valeur affective d'un argument. C'est quand on prend une comparaison, vous verrez que les média training sont truffés de comparaison, je pense que vous êtes déjà aperçu, et que c'est bien d'arriver à cette jonction des deux qui est importante, et c'est en ce sens que Christophe et moi-même, on va vous faire travailler pour que vous puissiez mettre en route à l'ensemble de cette tête, mais au moins un, que vous puissiez récupérer votre onde alpha, que vous puissiez savoir que c'est normal. Est-ce que vous êtes OK sur le fait que c'est normal? Quand on vous passe du Dupond-Moretti, c'est pour montrer que c'est normal. N'importe qui peut, dans la rue, il peut y avoir quelqu'un qui se comporte de telle manière que ça se déclenche chez moi, le cerveau archaïque. Vous voyez? Personne n'est à l'heure de ça. Personne. Mais il suffit que vous soyez un peu fatigué pour que ça soit encore plus rapide et chercher le mot, mais c'est celui-là. Donc, on va se mettre en position de training, et on va revenir sur les trois mouvements dont vous avez parlé tout à l'heure. On part sur une situation? Volontiers. Alors, est-ce que tu avais prévu un cas en particulier, ou sinon on pourrait rejouer la scène de Dupond-Moretti tout à l'heure et voir comment on réagirait avec l'intelligence collective du groupe ce soir en cas d'agression sur un mot déplaisant comme fanfaron. On peut essayer ça. Et puis après on essaiera dans une relation à trois comment je canalise aussi une situation qui est assez conflictuelle, comment je la ramène à la normale, par quelle technique je vais pouvoir reprendre l'influence du cours des choses. Est-ce qu'il y a deux personnes qui voudraient essayer? Ce serait bien. On va être plusieurs après à tourner de toute façon. Et donc, asseyez-vous, vous avez le micro, n'est-ce pas? Et donc, je ne vais pas arrêter. C'est-à-dire que chaque phrase, à ce moment, je veux dire que vous êtes absolument, enfin, c'est ni fait ni à faire ce que vous êtes en train de faire, et que quand même, il faudrait faire attention à la prochaine fois à ce que vous soyez. C'est très bien. Ça, c'est OK. Ouais. Ça, c'est OK. Bah ça marche qu'une fois. On ne peut pas toute la réunion. Mais ça, c'est la dernière chance. En général, vous pouvez dire que vous allez le refaire une deuxième fois, mais c'est une bonne chose. Allez, à qui vous l'avez marqué? Bien, une autre. Non, parce que je vais vous dire une chose, c'est absolument incroyable de faire un rapport aussi qui est aussi tendancieux. Il n'y a aucune... Forcément, alors pourquoi vous, en tant qu'expert, vous ne faites pas les choses il faut que je vous le dise. Non mais quand même, ce qui est important, c'est de savoir qu'à partir du moment où c'est sur moi qu'il faut que je vous le dise, je trouve ça assez incroyable. Enfin, c'est quand même incroyable que vous... Et puis alors, il n'y a pas que ça, il y a... Vous êtes beau, vous savez. Qu'est-ce que vous préconisez en
brainstorming. D'abord, qu'est-ce que vous avez vu là comme échange? Quelle était l'attitude de l'expert là? Calme, oui. Ironique un peu, vous l'avez dit, ok, quoi d'autre? Il essaie de reprendre la main. Il essaie de reprendre la main comment? Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez raison. En essayant d'apporter une rupture à la diarrhée verbale. J'essayais de le complimenter, donc vous avez pas remarqué, mais... Créer un lien non-verbal. Et dire vous avez raison, c'est quelque part être dans l'échelle de Jacques de tout à l'heure. Tu pourrais nous remettre une échelle, Jacques, s'il te plaît, parce qu'elle est très, très importante. On n'a peut-être pas assez insisté dessus tout à l'heure sur le caractère fondamental qu'il y a à ne pas se trouver dans la réaction rouge. On a tout le temps. Il pourrait dire genre la différence entre vous et moi, c'est que finalement c'est moi qui dépose le rapport. Qu'est-ce que je fais là si je dis ça? La différence entre vous et moi, c'est que c'est moi qui dépose le rapport. Je suis en pleine justification. Je suis en plein. Quand je dis vous avez raison, je suis en pleine justification. Si je dis vous avez tort, je suis en pleine négation. Et si je dis monsieur, calmez-vous, vous arrêtez de faire ça, vous avez tort, je suis en pleine accusation. Comment je fais pour ne pas être dans ces quatre rouges-là? On va le tester. Où on est humainement, naturellement, normalement, dans le rouge. Si on ne met pas en place la technique. Tout à l'heure, j'ai dit. Alors, sauf que les filles ont moins tendance à y aller. Hein. On va tester avec une fille tout à l'heure, on verra. Mais je dirais, pensez à deux choses. Votre non-verbal et votre verbal. Et pensez d'abord au non-verbal. Là, votre positionnement est pas mal, mais vous n'avez quand même pas de contact du tout de regard. Les deux côte à côte. Essayez d'abord d'attraper un regard et montrez-vous intéressé par le propos, par une écoute active. Il peut se lever. Non mais attendez, là, moi je vais vous dire une chose, c'est absolument, c'est juste pour tester la chose. Je dois vous dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Enfin, c'est simplement pour vous dire que quoi? Il va attirer mon regard. Vous voyez? Soit ça aura un effet démultiplicateur, mais ça aura plutôt tendance. Je peux montrer déjà un exemple d'écoute active. On pense tous savoir le faire, mais est-ce qu'on sait tous très bien le faire, l'écoute active? L'écoute active, ça demande de mettre en route, mais dans les conflits, je ne sais pas, c'est ce que j'appelle, j'ai baptisé ça le cro-magnon. Le cro-magnon, c'est quoi? C'est de faire C'est ce que vous faites avec des amis. C'est ce que vous faites là tout de suite si vous intégrez un propos. On peut le faire sans écouter ça. Quand j'écoute pas, je le fais. Alors, quand je pense à écouter. On voit que vous écoutez. Si vous n'écoutez pas, on le verra. Est-ce qu'il y a des psychologues ici? Parce que souvent, j'ai parfois vraiment des trucs assez violents avec... enfin, assez violents en tout cas. Je dis, ne cherchez pas tout à comprendre. Il y a 3 étapes. Il y a entendre, écouter, comprendre. Et entendre, c'est ce que vous faites quand un ami vient vous voir, vous entendez d'abord. Vous ne cherchez pas à dire « Ah, ben, il est con là !» C'est bien. Ah ouais. Et le terme de comprendre, moi quand je suis dans des négos de transactions de molécules de c'est-à-dire, je vous jure, dans 20 minutes, je ne comprends rien. Il y a un miracle qui se fait, ce que j'entends. Et je cerne le problème. Au début, je ne comprends rien. Et ne cherchez pas à comprendre tout de suite. Alors c'est là, parfois, alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce que vous faites là, c'est extrêmement intéressant et on peut l'analyser autrement. C'est-à-dire que ce bruit que vous faites, qui ponctue une conversation de quelqu'un qui est à côté de vous, fait appel à ce que vous avez très très bien décrit tout à l'heure, à une partie très archaïque de notre relation à l'autre. Et c'est par exemple ce qui se passe dans la relation de l'enfant quand il est tout petit. Et les troubles psychiques et les troubles psychologiques s'inscrivent complètement là-dedans. C'est-à-dire que selon la réponse qui est donnée, cette ponctuation qui est donnée à l'enfant, il va choisir un mode d'échange. À savoir que quand il s'adresse à sa mère, si effectivement il y a cette ponctuation qui répond, qui restructure, qui reformule, on va se retrouver dans une situation d'écho et il y a une conversation qui va se mettre en place. S'il n'y a pas cette ponctuation et que l'enfant ne se rend pas compte, c'est le cas par exemple chez des parents ou des mères en particulier très déprimés, qui après l'accouchement ne sont pas capables d'être présentes avec l'enfant,
sont incapables de répondre à l'appel de l'enfant. L'enfant va faire un cri, il va péter, il va faire tout ce qui est à sa disposition pour marquer qu'il est présent. Si la mère ne reconstruit pas quelque chose auprès de lui pour réélaborer qu'elle a bien entendu quelque chose et que ce bruit signifie quelque chose, eh bien l'enfant est seul dans l'expression de ce qu'il a à dire. Alors ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est très archaïque, c'est-à-dire que de ponctuer, quand quelqu'un est en train de vous parler, de ponctuer par ce que fait le psychanalyste très souvent, de ponctuer le rapport à l'autre par une présence qui soutient et qui est déjà quelque chose dans l'échange, et un échange par conséquent extrêmement archaïque, puisqu'on n'a même pas accès au langage. Donc ça fait vraiment appel à quelque chose de l'échange, très archaïque, et ça peut, dans un rapport très difficile comme ce que vous avez mimé là, remettre de l'humanité, remettre du lien, commencer quelque chose et ouvrir une porte pour commencer les choses. Je vous remercie, on applaudit parce que c'est la première fois qu'on accueille mon propos sympathiquement. À chaque fois, j'ai pas le temps de parler et merci beaucoup parce que j'ai appris aussi des choses sur. Enfin, j'ai appris plein de choses. Alors, c'est filmé. Après, pour ceux qui le veulent, je renverrai le lien en téléchargement. Mais merci. Hein, c'est la première fois. Donc, vous voyez, déjà, je regarde pas de quelque chose parce que ça me fait gamberger sur plein d'autres trucs. Ce que vous avez dit. Merci. Donc, le son numéro 1, ils sont tous des convalés. Ouais. C'est vachement intéressant. Très très intéressant. Alors l'autre chose pour aller là-dedans, on va inverser les rôles. C'est vous. Vous comprenez que... Alors je vais vous montrer au début ce qu'on a envie de faire. Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez arrêter de parler, s'il vous plaît, j'aimerais bien que ce soit de mon tour. C'est vraiment odieux cette manière que vous avez de gesticuler. Attendez, je ne vous permets pas quand même de écoutez, calmez-vous, j'aimerais qu'on soit calme. Non, c'est pas possible. Non, s'il vous plaît. Vous voyez que ça va aller, on fait continuer. Vous le faites très bien. On y va, on repart. Vous continuez toujours à remonter, à remonter ce jeu. J'aimerais bien vous voir parler, s'il vous plaît. Les choses fondamentales. Merci. On en parlait justement avant. Et c'est très agréable que vous justement. Non, parce que vous n'arrêtez pas de parler, je ne peux pas en placer une. Justement, c'est parce que justement pouvoir parler. Ce serait bien qu'à mon tour, un petit peu, merci, je vois plein d'autres personnes à qui est avec moi. L'assistance est de mon côté, merci d'ailleurs. Et j'aimerais bien que. Voilà. On vous a entendu. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que cette fois, vous êtes très bien tenu, on peut aussi vous appeler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mis en route? On peut l'intituler comme moi, plus... Pour le murmure. Rappelez-vous, nous sommes en synchronisation, comme vous le disait Christophe, sur le souffle. Exactement, et surtout, vous êtes victime de votre trop bonne éducation. Pourquoi? Quand quelqu'un parle, tac, 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 l'autre se tait, et alors moi, j'ai envoyé du bruit en même temps. C'est-à-dire, ce que dit Christophe, ça fonctionne très souvent. Vous avez bien vu la difficulté que vous aviez à reprendre vous-même. Pourquoi? Parce que j'envoie une tonalité, j'enlève la bonne éducation, je parle en même temps, je parle d'un ton très bas. J'espère aller chercher l'onde vita. J'espère aller chercher le cerveau archaïque de synchronisation de souffle. Et vous voyez bien que vous-même, vous étiez là, il faut que je parle. Enfin, je traduis ce que j'ai vu. Hein. Alors, je vais vous rassurer tout de suite. S'il y avait une seule solution qui existe, ça se saurait. C'est-à-dire que moi, je dis à chaque fois, on va diminuer la part de Paris. La part de Paris, elle ne fonctionne pas comme dit à l'autre. Calmez-vous, c'est là. Ce que Dupond-Moretti, il aurait laissé son souffle. Il lui aurait demandé, il lui aurait posé une question, qu'est-ce que vous pensez de la liberté mondiale en général? Il serait passé la même chose. Alors, il est parti sur quoi? Il est parti sur ce que j'appelle les arguments de préau, c'est-à-dire pour les autres politiques qui sont sur le marché ou dans le rite judiciaire. Je vais faire loin du micro. Mais comment peut-on rester insensible avec... Ça va? Donc là, si j'aime ça dans le micro, vous allez avoir... Donc on est sur des techniques
des médias qui sont là. Il y a une façon de s'adapter au micro. Et la façon de s'adapter au micro, elle est très importante. Avec Christophe, quand on prépare les cross-examinations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions à poser, je vais le faire sans le micro, parce que sinon ça va. Mais si je vous dis, bien, vous avez des questions à poser là tout de suite? Plein, là, tout d'un coup. Et si je vous dis, vous avez des questions à poser là tout de suite? Beaucoup. Vous voyez qu'on ne va pas avoir le même ton. Il y a ce que Christophe appelle une synchronisation. C'est pas ça. C'est pas ça la question. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire un lever de séance de 10 minutes comme aux assises? Est-ce qu'on peut faire un lever de séance? Oui. C'est-à-dire que quand on avance à cet explosif, moi c'est parti comme ça, bon, je vous le propose. Oui. Mais là, vous jouez sur quoi? Quand vous proposez la pause, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez sur le non-verbal, c'est-à-dire que vous jouez sur le comportemental. Les gens vont commencer à bouger, à se détendre, vous vous levez, vous sortez, vous revenez. Et on va penser un peu différemment, on va sortir de l'emprise aussi, c'est pas tyrannique. Donc ça marche très bien. C'est ce que vous dites, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on pourrait, Jacques, travailler sur le point numéro 2, qui est extrêmement intéressant sur ne pas donner son avis quand on en a envie. Voilà, ne pas donner son avis quand on en a envie, alors qu'on a envie de le donner, et que même parfois on vous demande un avis, et que vous ne pouvez pas le donner. Qui avait posé la question tout à l'heure? Ça vous dirait de venir? Faites attention, bon retour en tout cas. Quel est votre prénom? Alors je propose que Pauline, soit vous me parlez à moi, soit à Jacques, et vous êtes l'expert. Et nous sommes une partie ou un avocat. On va vous pousser à aviser. Vas-y, je vais. Alors je vais vous pousser à aviser. Je vais me rapprocher de vous, Pauline. Donc, vous pouvez me regarder un peu. On ne sera pas forcément de face, mais un peu comme ça, voilà. Donc vous êtes expert. Vous êtes expert en quoi? Alors je suis expert en cuisine. En cuisine, haute cuisine. Donc madame l'expert, vous avez reçu mon dire? Oui, j'ai reçu votre dire hier, oui, effectivement. Vous l'avez lu? Je l'ai lu. Oui, Vous avez lu les pièces après l'avoir lu, vous avez fait un dire compris les pièces? Il me semble que j'ai reçu toutes les pièces, effectivement. Donc ça va, vous avez bien lu tout ce qu'il fallait? Il me semble. Il vous semble, très bien. Et madame l'expert, vous avez donc un avis, j'imagine, sur ce dire? C'est un peu précipité, d'ailleurs je dois faire une note au parti que je ne tarderai pas à faire, et à ce moment-là, j'aurai l'occasion de m'exprimer. Vous donnerez un avis dans un autre parti? Certainement. Ça veut dire que vous avez un avis déjà ou pas du tout? Laissez-moi un peu de temps, ça me paraît difficile de me prononcer aussi vite. Parce que ça vous gêne de le faire ou parce que vous n'avez pas de pour l'instant gêne? C'est une question. Pouvez-vous la répéter? Ça vous gêne de dire maintenant, vous pouvez peut-être pas le dire, c'est ça? Dire maintenant, je ne peux pas le dire. On s'est déjà vu, on s'est vu déjà, madame l'expert, peut-être une dizaine de fois. Vous êtes venu, vous avez pu constater des choses, vous avez envoyé plusieurs diables. Maintenant, nous souhaiterions, et mon client, vous comprenez que mon client ne peut plus attendre plus longtemps, ça fait 3 ans et demi que l'expertise dure. On aimerait, madame l'expert, avoir un avis. Pouvez-vous nous donner votre avis? Que pensez-vous de ce qu'on vous demande? Parce que, après tout, c'est ça qui est... Votre remarque est pertinente, effectivement. Je comprends tout à fait que votre client soit... et hâte que l'expertise se termine, et je comprends tout à fait son point de vue. Vous êtes d'accord avec nous? Ah, tout à fait. Je comprends tout à fait son point de vue, mais quant à avoir un avis sur ce que vous m'avez envoyé hier, comme je vous le disais, il est difficile de prononcer. Et sur ce que je vous ai envoyé, madame l'expert, c'est ce que je vous ai envoyé il y a 6 mois. Vous avez un avis? Je pense m'être exprimé à travers divers... Non, je suis arrête, vous n'avez pas pris position. Et je voudrais quand même que vous disiez avant de terminer que nous avons raison. N'est-ce pas que nous avons raison? Il me semble que personne n'a soif, on pourrait faire une pause. Mais si vous disiez qu'on a raison, je dirais que voilà, on aurait pu finir cette expertise, se trouverait bien plus à l'aise tous ensemble, parce qu'on a raison, n'est-ce pas? On a raison. J'ai tellement soif que je n'arrive plus à suivre. Merci beaucoup. Alors, maintenant, comment on va faire pour éviter ces situations? Vous avez vu, moi j'étais un peu harcelant aussi. C'est pas comme ça dans la vie.
Quoique. Mais je voudrais que vous travailliez une technique. Comment faire quand on vous demande quelque chose et que je ne veux pas le faire? On va s'entraîner ce soir à reformuler et à questionner. Toujours. C'est-à-dire, je ne vais pas dire non, j'ai entendu des oui mais, j'ai entendu c'est-à-dire que, donc on était dans la justification, parfois dans la négation, dans la contradiction, dans l'évitement, je réponds pas sur pause, qu'on arrête. Donc je sentais bien que l'expert avait une emprise sur lui, et qu'au bout d'un moment, ça déstabilisait l'expert. Par conséquent, on va vous montrer comment ne jamais être pris comme ça. Donc, je vais simplement vous demander de reformuler ce que je vous dis. C'est-à-dire, et c'est ce qui est très compliqué, mine de rien, que peu de gens arrivent à faire parce que vous êtes des êtres intelligents, et pas des perroquets, mais je vous demande d'être des perroquets. Je vous demande de ne pas réfléchir, de répéter simplement les mêmes mots que moi, en reformulant, en descendant la voix. Vous êtes prêtes? On va essayer simplement ça. Madame l'expert, je vous ai envoyé mon dire il y a 6 mois, je n'ai pas de réponse. Vous m'avez envoyé votre dire il y a 6 mois et vous n'avez pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Pas de réponse. Alors, ça vous fait rire et c'est normal. Vous avez vu comment elle m'a éteint. Elle m'a littéralement éteint, c'est-à-dire qu'elle m'a coupé l'oxygène et qui fait que je ne suis plus en situation d'être en colère ou en conflit. Simplement comme ça. Parce que 9 fois sur 10, quand quelqu'un vous dit pourquoi vous n'avez pas fait ça, vous répéterez je n'ai pas fait ça. Donc, pensez bien descendre le ton et la réponse, ça va être oui, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Et c'est terminé. Et vous gagnez l'échange. Parce qu'en face, c'est 2 coups. Pas 3, pas 4, c'est 2 coups. Si je n'ai pas la bonne réaction, je vais apporter du carburant au conflit. Je vais nourrir le conflit. Et ça, ce que vous venez de faire déjà, c'est ce que j'appelle du self-defense verbal. Peu de gens sont capables de faire ce que vous venez de faire. Donc, c'est la première chose. Maintenant, on va enchaîner. On va faire votre self-defense en formulation baissant le ton. Ne vous étonnez pas, c'est comme dans le film de Lelouch, ne jamais avoir l'air étonné. Parce que, essayez de faire une reformulation étonnée. Madame l'expert, je vous ai envoyé mon dire il y a 6 mois. Vous m'avez envoyé votre dire il y a 6 mois. Voilà. Et là, ben oui, il y a 6 mois, ça me m'énerve encore plus. Parce que pourquoi? L'étonnement montre finalement une contestation de sa part. Elle s'étonne du fait que je lui dis ça, ça veut dire qu'elle n'est pas d'accord quelque part, donc elle objecte. Si elle descend le ton, elle n'objecte plus. Elle simplement, elle accuse réception et se... Donc je sais que je suis entendu, je sais qu'elle comprend ce que je lui dis, je ne sais pas si elle est d'accord avec moi. Elle n'accepte pas le bien fondé de mon propos, mais elle l'entend, elle l'accueille, elle le comprend. Et là, moi je suis calmé. D'accord? Mais je ne saurais jamais, avec ça, je ne saurais jamais si elle est d'accord avec moi ou pas. Et c'est le but du jeu. De ne pas donner d'avis, de ne pas se montrer en accord ou en désaccord. Jamais. Parce que si vous entrez dans ce jeu-là, c'est fini pour vous. Il faut que vous soyez expert, enfin médiateur ou avocat, c'est différent. Mais expert en tout cas et médiateur. Donc on va continuer. Maintenant vous allez m'interroger systématiquement. Et je vais vous dire, je vais vous appuyer de quelque chose. Vous allez me dire, je sens que pour vous c'est quelque chose d'important. Ou il est important pour vous deux. Commencez vos phrases comme ça. Il est important pour vous deux. Moi j'aimerais quand même que vous me donniez raison un jour. Vraiment, ça fait des années que ça dure, j'aimerais avoir raison et entendre que vous me donniez raison. Il est important pour vous d'avoir raison, n'est-ce pas? Et encore là, c'est que là, ce que vous dites, je suis obligé de reculer, de me détendre. Parce que là, vous mettez à l'hypercule. Je vais vous dire, 9 fois sur 10, on va vous dire, bah non, c'est pas avoir raison. Ça n'est pas avoir raison qui est important pour vous. Non, c'est ce que je vous dis, c'est pas avoir raison, c'est la vérité que je vous dis. C'est pas, je veux pas avoir raison à tout prix. Je vous dis une vérité, c'est la vérité, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vérité qui vous importe. C'est la vérité qui m'importe. Non, c'est de gagner. Vous voyez comment c'est efficace? C'est pas la vérité, c'est de gagner. Oui, mais l'avocat ne vous dira jamais ça. Il vous dira jamais je veux gagner à tout prix. Il vous dira, parce que l'avocat est calibré pour être sur le canal de la vérité. Avoir raison à tout prix, gagner à tout prix, il ne vous dira jamais, pas un expert, et parce qu'il est franco-français, qui ne peut pas être ailleurs que dans la sincérité de la vérité du combat.
Mais il ne vous dira jamais je veux gagner à tout prix, même par la triche, par la ruse, par le contournement. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Les gens vous conduiront toujours sur le terrain de la vérité. Ce qu'elle vient de faire là, c'est excellent. Maintenant, vous allez m'interroger factuellement. Attention, factuellement, d'accord? Donc, les questions factuelles, on va les faire ensemble. Donc, je recommence. On va faire la reformulation en descendant. Si je vous accuse, vous dites il est important pour vous deux, et ensuite, il va se créer un petit blanc, et vous allez enchaîner par des questions. D'accord? Vous laissez un petit silence, et vous prenez la main. Madame l'expert, là, vraiment, bien sûr, il va falloir que ça s'arrête. Parce que ça fait 6 mois que ça dure, même plus, 3 ans et demi, on vous envoie des dires, ça n'avance pas, les clients n'en peuvent plus. Vous pouvez comprendre qu'ils sont dans une situation calamiteuse. Par conséquent, je vous demande, quand est-ce que ça va s'arrêter? Il est important pour vous que ça s'arrête. Ah oui, ce serait quand même bien déterminé que vous rendiez votre rapport et que, surtout, vous nous donniez raison, parce que nous avons raison. Vous savez que nous avons raison. Sinon, on ne serait pas là, on n'a pas pris un expert si on n'avait pas raison. Enfin, faut peut-être tout l'écrire. Il est important d'avoir pour vous un expert qui écrive. J'ai plutôt raison. Oui, et puis écrire, parce que si vous n'écrivez pas, comment le tribunal saura ce que vous pensez? Donc nous, on veut que vous écriviez qu'on a raison. Ah oui, que ce soit dit, et que parce qu'on a raison. Vous savez qu'on a raison. Vous savez. Vous savez que vous avez raison. Moi, je le sais, mais vous le savez-vous? Vous le savez-vous? Vous me posez la question de savoir si je sais. Alors, c'est bien. On va faire comme ça, c'est juste comme ça. Vous voulez, il est important pour vous d'avoir raison. Il est important pour vous d'avoir raison. Bah, pas du tout. Non, je dis que je veux que la vérité soit reconnue. C'est une question de vérité, c'est pas une question d'avoir raison à tout prix, c'est une question de vérité. Là, vous êtes un expert, vous êtes sur la vérité, vous voyez les faits, vous voyez ce qui s'est passé, quel est l'objectif. C'est la vérité qui doit primer. Vous êtes d'accord avec moi? Pourriez-vous préciser ce que vous appelez la vérité pour vous? Mais ça c'est très bien. Donc, du coup, vous me renvoyez. Vous voyez donc voilà, la question. Qu'est-ce que la vérité pour vous? Parce que donc vous faites ça, vous mettez en place, d'abord vous renvoyez à moi-même, vous mettez en place un outil de persuasion. La persuasion que Jacques vous a tout à l'heure explicité un petit peu, c'était comment créer un facteur émotionnel qui sort de la logique. Et ça m'a inspiré la réflexion, Jacques, là-dessus, je passe un mot. D'abord, comment faire mieux que de renvoyer l'autre à sa propre émotion? Comment créer une relation émotionnelle sur la position de l'autre? La meilleure façon, c'est de renvoyer à son émotion à lui, pas la vôtre. La vôtre, elle sera tout le temps parasitante, invalidante, invalidée, objectée, mais la sienne, c'est la seule qui compte. Donc le fait de le renvoyer par un questionnement sur le terme qu'il a employé, vous le renvoyez à sa propre émotion. Qu'est-ce que sa vérité? C'est quoi sa vérité? Et en plus, l'avantage, c'est que vous contribuez à mettre du factuel dans une notion qui est souvent subjective. Très souvent, on parle de propos comme ça, conceptuels, la vérité, j'ai raison, il a tort, c'est pas juste, c'est pas bien, ça. Ok, mais il y a quoi derrière tout ça? Donc, c'est ce que j'appelle casser les mots. On casse un mot comme une molécule et on voit ce qu'il y a dedans. Et on remet les gens aussi sur un circuit très factuel. Donc, si vous me dites quelle est la vérité. Donc, quelle est votre. D'après vous, quelle est votre vérité? Quelle est la vérité que vous voudriez exprimer? C'est celle qui est dans mon mondial il y a 15 jours, je vous l'ai dit. Alors là derrière, du coup, c'est un avocat, vous êtes sûr qu'il va en briller, il va être très content, il va vous en faire pour 5-10 minutes de tartine, et il va repartir sur pourquoi j'ai raison, des explications. Mais vous aurez géré l'incident, et vous n'aurez pas donné d'avis. Est-ce que ça vous va, ça, à tout le monde et à vous? Parce que si on reprend la première vidéo, vous voyez, on voit bien... Vous avez des pièces après les milieux, vous avez fait un complet des pièces. Il me semble que j'ai reçu toutes les pièces. Donc, on va voir quand vous avez envie de... Partie là, voilà. Je l'ai vu.
vous avez des pièces à parler, vous avez fait intercompter des pièces. Il me semble que j'ai su toutes les pièces. Donc ça va, vous allez dire tout ce qu'il fallait. Il me semble. Il me semble que très bien. Vous voyez, c'est-à-dire que là, Christophe, malin comme un singe, vous pousse à donner un avis. Et après, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple avec quelques techniques déjà abordées. Il y en a plein d'autres, mais déjà celles-là sont très pertinentes. Et vous voyez qu'on a tous envie, et tous, de donner son avis. Ici aussi, dans la vie affective, on a envie de donner son avis. Et la tentation, en tout cas, Christophe s'y prend extrêmement bien, comme avocat, pour arriver à ce que vous donniez votre avis et que ça soit plus objectif. Donc c'est vrai que c'est un peu précipité, je dois faire une autre partie, je ne t'avais pas fait, et à ce moment-là, j'avais l'occasion de m'exprimer. Vous donnerez un avis par l'autre partie? Certainement. C'est-à-dire que vous avez un avis déjà ou pas du tout? C'est moi tout le temps, ça me paraît difficile de me prononcer aussi vite. Parce que ça vous gêne de le faire ou parce que vous n'avez pas de... Alors, il y a un truc qui peut se compléter avec ce que dit Christophe, c'est le rapport à la règle. C'est-à-dire qu'en situation de crise, ou lorsqu'il y a vis-à-vis des médias à s'exprimer, on s'en tient à la règle. On me parlera une fois l'enquête finie. Je m'exprimerai à ce moment-là. Comment est-ce que vous pourriez faire pour revenir, en plus de ce qui a été vu là, d'une bonne heure, mais comment est-ce que vous pourriez revenir objectivement sur la chose? Vous avez bien compris, on va vous obliger. C'est bien un petit avis. En plus, si je le fais en connivence, hein. Vous avez un petit avis? Mais bien sûr. C'est quoi le rapport à la règle en plus de ce que vous a dit Christophe? Pardon? Oui, c'est-à-dire comment est-ce que vous pourriez en plus, c'est quoi le rapport à la règle en circonstance? Exemple? Pardon? Contradictoire, mais comment vous pouvez avec des éléments objectifs, c'est-à-dire quantifiables, qualifiables? Ce petit avis, vous l'aurez dans ma note. Vous avez attendu 3 ans et demi, vous pouvez encore attendre une semaine. Alors, le rapport à la règle, c'est quoi? Vous semblez rire, mais on est dans cette tendance-là. Voilà, c'est-à-dire que ça, on a du mal. C'est-à-dire qu'il faut abaisser ses neurones. Quand Christophe vous fait reformuler, le gros problème, c'est qu'on se dit, je suis rattaché à des neurones, on va me dire, je comprends rien. Or, ça marche. Vous voyez? Or, on va chercher, et là, il s'y prend chaque fois que vous le disiez tout à l'heure, le cas où vous fermez la porte et rentrez par la fenêtre, c'est un peu ce qu'il essaie vraiment de faire dire. C'est une question, vous pouvez me la répéter? Ça vous gêne de dire maintenant, vous pouvez pas dire, c'est ça? Dire maintenant, je ne peux pas le dire. On s'est déjà vu, déjà lundi soir, peut-être une dizaine de fois, des choses, plusieurs heures. Qu'est-ce qui veut éveiller Christophe en même temps chez vous là? Culpabilité. Exactement, qui a dit ça? La culpabilité, c'est-à-dire le temps. Je pense que notre ami psychologue aurait encore des choses à dire peut-être en plus sur la culpabilité, mais un petit mot sur la psychologie de la culpabilité. C'est pas très éloigné de ce que vous faites, mais simplement que, évidemment, là, vous êtes dans une position de défense. C'est-à-dire qu'il va avoir recours à tout ce qu'on peut attaquer, hein, très simplement. Donc la position de culpabilité et chercher la faute chez vous, on met en situation de faiblesse. Donc, pour reprendre ce qui s'est passé là, la seule option que vous avez là pour vous sortir de cette situation, c'est de lui imposer à lui votre temporalité, puisque là, c'est lui qui a le dessus et il vous propose une temporalité qui n'est pas la vôtre, vous êtes attaqué, mais vous lui proposez à lui une temporalité, puisqu'il vous demande de mettre maintenant sur la table quelque chose. À vous de lui proposer de ne pas le mettre maintenant et de faire ce qu'il vous demande, de répondre à sa question après le travail qui sera fait avec lui.
Allez, Sauf les psychologues, on va jouer ça. Allez-y, on va le faire. Vous êtes le coach. On va rester avec un. Vous avez remarqué qu'on recule de rien, on a un fond. On va introduire. Donc pour imposer cette temporalité qui est à gauche, vous allez introduire, je vous propose une chose, c'est que vous introduisiez la simulation. C'est-à-dire que vous allez reformuler en disant, écoutez, si c'est ce que vous demandez, avec le si qui va rentrer en vente, et si je vous donnais un avis maintenant, eh bien, il ne serait sans doute pas valable. D'accord? Et vous allez simuler. Dès que vous avez une prise à partie comme ça, vous mettez en situation la demande. Et si je faisais ce que vous me demandiez, eh bien ça ne serait pas valable, n'est-ce pas? D'accord? Et vous allez proposer ensuite une temporalité. Et vous allez faire accepter la temporalité. C'est parti. Madame l'expert, je voudrais avoir votre avis maintenant. Je pense qu'il est temps d'avoir votre avis. Si je vous proposais mon avis maintenant, tout de suite, je pense que cet avis ne serait pas pertinent. Ah bon? Pas pertinent parce qu'il faut du temps pour réfléchir et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ma note de partie est le moyen que je prends pour vous communiquer mon avis. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent et c'est ce que je vais continuer à faire. C'est d'ailleurs l'objet de cette réunion. C'est ça le rapport au fait. Vous voyez ce que je veux dire? Rapport au fait. Et je vous invite d'ailleurs à défendre votre point de vue. Le point de vue que vous avez exprimé dans ce dire, vous pouvez le développer ici. C'est le moment, j'allais dire aussi pour vous, le temps et le temps d'énergie et de documents qu'on vous a amassés, et d'informations que vous avez pu prendre, c'est quand même le moment pour vous de donner maintenant un avis. Ne croyez-vous pas que ce serait quand même mieux? Et je vous écoute précisément, j'écoute vos arguments. Allez-y. Ben, écoutez, moi j'ai déjà tout dit. J'attache beaucoup d'importance à votre parole et c'est pourquoi je serai très attentive à ce que vous allez dire. Bravo. Alors comment éviter les noms d'oiseaux? Christophe, atelier Arrêtez là, on est dans le prolongement de la question numéro 2 pour moi. Très bien, je suis d'accord. Parce que comment éviter que le nom d'oiseau arrive? Si on avance ça, on l'a mis en place sur les bonnes techniques, en principe, ça ne va pas monter dans les tours. Maintenant, quand ça monte très très haut, et ça m'arrive assez souvent finalement, dans des réunions où je suis médiateur, les choses dérapent. La dernière fois, il y a un avocat qui dit « Ah oui, vous êtes un salopard », l'autre pète un plomb, je vous interdis de dire ça et tout. Donc là, ça commence vraiment à dégénérer. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Moi, je crois qu'il y a, quand les gens sont en situation comme ça, presque de combat, il n'y a que le non-verbal qui peut... ils n'entendent plus. Le sentiment, Jacques, que tu disais tout à l'heure, le verbe n'est plus accessible. Alors, on peut tenter, moi ça m'est arrivé de me lever en pleine médiation, parce que ça dégénérait vraiment. Donc j'avais une personne qui était là, qui était de rage, et je me lève, et je mets quelque chose entre ses yeux, à elle, et les yeux de l'autre. Je fais un document. Et je l'amène au paperboard. Je l'amène là. J'essaie de tourner la tête. Et je coupe le regard. Il n'y a que ça qui peut marcher, à mon avis, parce que la parole, normalement, n'est plus audible. Je parle des choses qui sont très 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 hautes dans le niveau rouge. Venez. En attendant, est-ce qu'il y avait une autre question? Non, mais c'est très intelligent parce qu'il est amoureux de la scène et il fait tout pour une personne. C'est un psychologue, coach, qui a envie. Est-ce que je peux me permettre juste une toute petite? Allez, je vais. Une toute petite. Ce que vous avez décrit là, qui est très finement décrit, et c'est très juste, ça fait partie d'un contexte qu'on appelle les techniques cognitivo-comportementales. Cognitivo-comportementales. Dont fait partie le MDR par exemple, etc. Il y a quand même une toute petite limite à ce que vous avez expliqué, qui, dans certains cas, peut être difficile et même compliqué à franchir.
vous prenez des cas très généraux, mais il y a quand même quelque chose à prendre en considération, c'est votre interlocuteur. C'est-à-dire que dans certains cas, vous avez affaire à des gens qui sont eux-mêmes structurés d'une certaine façon et qui ont en place des défenses. Et le fait de reformuler, par exemple, ce que peut faire un psychologue, de reformuler certaines phrases ou la fin de certaines phrases, peut très très bien fonctionner avec une certaine structure, mais peut représenter une véritable violence pour d'autres personnes. Et donc, dans certains cas, vous pouvez aggraver la situation en fonction de la structure et des modes de défense de l'interlocuteur. Et donc, on peut ouvrir, je dirais, les modes d'échange pour essayer de modifier la typologie du rapport qu'on a avec l'expert, mais surtout, il faut avoir un petit peu, si je peux me permettre, de psychologie, à savoir d'essayer d'un tout petit peu comprendre à qui on a affaire avant de mettre en place quoi que ce soit. Parce que dans certains cas, et dans la pratique de mon métier ça peut arriver, on peut mettre en place une technique pour, croyant recevoir quelque chose, pouvoir élaborer quelque chose ou faire élaborer quelque chose à un patient, et au contraire déclencher quelque chose de terrible, parce qu'on a affaire à une certaine structure. Vous avez parlé du burn-out tout à l'heure, du stress, etc. On n'a pas tous la même façon de gérer une surcharge de travail, une pression excessive, etc. Ce ne sont pas dans n'importe quelle entreprise qu'on a des burn-out. Si on regarde un petit peu comment ça se passe, là, il y a une typologie de personnel qui font plus facilement des burn-out, et c'est quelque chose à creuser, par exemple. Quelqu'un qui est mis sous pression ne réagit pas forcément toujours de la même façon, et il y a des raisons structurelles. Merci infiniment. Alors, je vais avoir un exercice difficile de parler après nos deux spécialistes. Moi, si je le remets en perspective pour vous et pour nous experts, n'oublions pas quand même une chose, c'est que nous avons l'impérium du juge. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas dans un système, je dirais, égalitaire au point de vue. Il y a une hiérarchie qui n'a pas du tout été évoquée ce soir. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes de droit divin. Et les avocats, les parties ont bien compris que 100% des procès se gagnent ou se perdent à l'expertise. Donc on va voir, et c'est pour ça que moi personnellement je n'étais pas du tout choqué parce qu'il est totalement dans son rôle et dans son délire. La réaction de psychophobie, ça m'aurait choqué si vous avez pris, de Moretti, pardonnez-moi, s'il avait eu une autre attitude. Donc pour moi il était parfaitement dans son rôle. Mais vous avez quand même cette aide de l'impérium. Et moi je sais que par exemple, un bon moyen, alors moi c'est d'autres formations, j'étais pendant 10 ans animateur des entraînements d'Ed Carnegie sur la parole en public, sur comment se faire des amis, comment triompher de ses soucis, et je pense que ce qui distingue la manipulation de la persuasion, c'est la sincérité. Il y a un principe fondamental, c'est complimenter honnêtement et sincèrement. Si quelque chose, un dire ou une attitude vous paraît bien, si vous le faites honnêtement et sincèrement, vous entraînez forcément l'adhésion. Si le type c'est complètement nul, c'est génial ce que vous avez fait, ça c'est de la manipulation, et ça se voit, ce sont des grosses ficelles. Mais moi je ne rentrerai même pas, je dirais, dans toutes ces techniques, c'est des techniques un petit peu par exception. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moyen d'évacuer le stress, c'est de connaître parfaitement son sujet. Et plus c'est compliqué, plus il faut le connaître. Moi, par exemple, quand je rentre en réunion d'expertise, c'est le bonheur absolu. Je dirais, je suis là pour rentrer sur une scène, sur un théâtre, je sais que c'est une comédie humaine. Pourquoi je suis passionné par l'expertise de justice? Pas tellement pour faire de la compta et du chiffre, parce que c'est le lieu, c'est pareil pour les magistrats, notamment ceux qui sont bénévoles, au tribunal de commerce ou au prud'homme, c'est vraiment le théâtre de la vie, c'est la comédie, c'est le mensonge permanent, c'est les masques, c'est l'illusion. J'étais avec Jérôme Dumont, qui était sur la scène, on était en prépa, tu te rappelles, c'était l'illusion et l'art, c'est ça, je dirais, qu'on retrouve dans l'expertise. Donc en fait, tout ça, je dirais, est un jeu, et c'est pour ça que si on arrive en étant, moi à chaque fois j'ai un collaborateur qui vient avec moi, quand on reçoit des courriers extrêmement durs, il me suit, mais s'il pouvait rentrer sous la moquette et se mettre sous la table, en général il peut se cacher derrière moi, ça va, et puis il est toujours abasourdi de voir que les choses se passent bien. Ça a toujours semblé être une bonne école de vie. Voilà ce que, avec bon sens, et puis n'oubliez pas quand même que connaissez vos dossiers, et le bon sens c'est la chose la moins partagée au monde, et c'est la chose la plus importante pour moi.
Voilà, est-ce que sur ces points où j'ai sûrement fini de me passer, Merci en tout cas. Merci.